Ma grande passion, c'est les voitures volantes. Ce genre de voitures volantes. Et les moments où j'ai pu assister à la fabrication de ces scènes en direct, ça a toujours fait partie de mes meilleurs souvenirs de tournage. Donc j'ai décidé d'enquêter pour savoir comment on fait pour envoyer des voitures en l'air, car vous allez voir que c'est une vraie science. Et pour ça, j'ai épluché toutes les images de coulisses de films que j'ai tournées, j'ai harcelé les artisans qui travaillent dans l'ombre sur ces sujets. T'arrêtes de me filmer, toi. Et j'ai tenté de recréer ces cascades dans ma rue, en un peu moins dangereux. Ou presque. La première façon d'envoyer un véhicule en l'air, et la plus évidente, c'est d'utiliser une rampe. Ce genre de cascade est à 100% effectué par l'équipe des cascadeurs. Ça paraît évident dit comme ça, mais c'est important pour la suite, vous allez voir. Alors le principe des rampes, en gros, c'est ça. Le cascadeur enfile ses protections, on l'assoit tranquillement à son siège, on l'attache bien fort avec un harnais bien serré qu'on a installé pour l'occasion, ensuite le véhicule fonce sur la rampe et il fait un tonneau. Bon, là, petite erreur de calcul, ça a foiré, donc on revient tranquillement à la position de départ, on ajuste la hauteur de la rampe et on y retourne. Voilà, c'est bien pété maintenant. Tu l'as filmé au moins? Tu filmes pas que quand j'ai des perruques et que je suis ridicule, on est d'accord? C'est bien passé? Ouais, nickel. On a le droit à l'erreur. Même nous, ouais. La cascade n'est pas une science exacte. Mais les rampes, c'est pas de ça dont j'ai envie de vous parler dans cette vidéo, même s'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a plusieurs types de rampes, les cascadeurs doivent les prendre d'une manière très particulière, et c'est un sujet qu'on aborde en profondeur dans le documentaire qu'on vous prépare, et dont j'arrête pas de vous parler, je sais, et je sais toujours pas quand ça sort, pensez à vous abonner pour pas le rater. Non, sérieux, abonnez-vous. Ou je le bute. Donc moi, ce qui m'intéresse là tout de suite, pour cette vidéo, c'est les canons. Car pour envoyer en l'air une voiture, par exemple, on utilise un canon, littéralement. Il y a un canon dans le véhicule, désolé, il n'y a pas d'autre mot. Ce canon, il est pointé vers le bas, et puis il tire, et ça fait décoller la voiture. C'est aussi stupide que ça en théorie. Quand j'étais gamin, je jouais à Quake, et dans les jeux Quake, il y avait un lance-roquette. Et si on le pointait vers le sol pour tirer une roquette, le souffle de l'explosion nous propulsait vers le haut. C'était complètement stupide, mais c'était rigolo. Et on était conscient que personne n'oserait jamais faire ça en vrai. Pas vrai? Bon ben voilà, c'est exactement ce que eux ils fabriquent là. Et puis pour en rajouter une couche, la voiture est souvent occupée par un cascadeur, qui a donc ce canon dans le dos et qui s'envoie en l'air avec. Et juste à la fin de ce crash, il y a un truc bien pratique. Ces motards de la police espagnole, ils sont joués par les cascadeurs. Donc quand ils arrivent sur l'épave, c'est pour jouer les flics qui triomphent du go fast, mais c'est aussi pour accourir auprès de leurs collègues et pour vérifier qu'il s'est pas fait mal. Là, ce que je vous montre, ça a été coupé dans le montage final, mais au moins, le réalisateur et la monteuse avaient toute la matière nécessaire pour choisir comment raconter la scène. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. On peut repérer très facilement les canons dans les films. On voit très souvent la condensation s'échapper de leur bouche. Par exemple, là, dans The Dark Knight, cette fumée, c'est pas un effet spécial rajouté volontairement. C'est littéralement le canon qui fume. Cette fumée aurait pu être effacée numériquement, mais ça aurait été beaucoup de travail pour enlever un élément qui a quand même une belle gueule. Et tant pis si ça n'a aucun sens qu'une remorque lâche de la fumée sans raison, ça enrichit l'image, ça la rend plus dynamique, donc on aime ça, donc on garde. Et puis, dans les films plus anciens, on voit carrément la bouche du canon qui dépasse. Alors ça, pour le coup, on a beaucoup plus tendance à l'effacer numériquement de nos jours, car c'est devenu assez facile à faire et ça fait parfois peut-être un petit peu tâche. Mais à l'époque, c'était trop compliqué, ça valait vraiment pas le coup. Un jour, je pense que je vous ferai une vidéo sur tous les éléments techniques qu'on retrouve à l'image dans les films, alors qu'ils ont vraiment rien à faire ici. Il y a vraiment de quoi se marrer et c'est très instructif. Mais ce canon, il tire quoi au juste? C'est là que ça se complique et que ça devient intéressant. J'ai d'abord commencé à enquêter dans mon entourage en me renseignant auprès de Jérôme Miel de chez SFX Evolution, qui était le superviseur des effets spéciaux sur la plupart des films auxquels j'ai participé. Pour comprendre son métier, il suffit de regarder les précédentes vidéos de la chaîne. Il est partout. C'est son équipe qui met les voitures sur vérin et qui fait les étincelles dans le studio LED. C'est son équipe qui met le feu de manière contrôlée à la carcasse de l'hélicoptère. C'est son équipe qui envoie des motos en l'air. Et tout ça, c'est qu'une petite partie de tous les effets qu'ils font. Et c'est donc l'équipe de Jérôme qui fournit et qui fait fonctionner les canons dans les véhicules. On n'est plus sur une cascade qui est assurée à 100% par les cascadeurs comme pour le tremplin en début de vidéo. Maintenant, c'est une collaboration entre les cascadeurs et les SFX. Donc deux équipes différentes mais qui évidemment se retrouvent souvent ensemble sur les tournages et qui se connaissent très bien. Dans cette vidéo, on voit principalement la société Cascade et Cascadeurs car ils ont travaillé sur tous les films auxquels j'ai participé. Mais il y a d'autres équipes de cascadeurs qui ont l'habitude de travailler avec les SFX, notamment Ciné Cascade qui a fait toutes les séquences motorisées du premier Bal perdu.
Mais malheureusement, j'ai pas d'image d'eux en dehors des plans tournés pour le film, car j'étais pas présent sur le tournage, à part pour faire quelques secondes de figuration. Et ce jour-là, on peut pas dire que j'ai vraiment trouvé une nouvelle vocation. J'en profite pour vous prévenir, la majorité des infos que je vous donne dans cette vidéo, elle vient de Jérôme, donc ça vient de quelqu'un de très légitime, dont c'est le métier, et qui travaille sur des grosses productions. Donc on peut pas faire plus fiable. Par contre, il y a d'autres professionnels qui exercent ce métier, notamment à l'étranger, et qui ont des approches différentes. Je suis pas allé jusqu'à me renseigner auprès d'eux, donc il y a certainement d'autres façons de travailler que je ne connais pas, donc je vous promets pas d'être exhaustif dans cette vidéo. Ce que m'a raconté Jérôme, ça reste subjectif, basé sur sa propre expérience qu'il a acquise de manière empirique. Voilà donc à quoi ressemble un canon une fois qu'il est installé dans la voiture. Son fonctionnement est très simple, et on va essayer de le reproduire en miniature. On a un réservoir, qui contient de l'air comprimé, on lui rajoute une vanne qui permettra de le remplir avec un compresseur. Ensuite, on a une électrovanne qui permet de libérer cet air d'un coup dans le canon, et pour activer l'électrovanne, on a un système de transmission sans fil. Et voilà ce que ça donne. Bon, on arrive à éjecter un Lego, certes, par contre le Stitch ça lui fait rien du tout. C'est pas du tout avec ça qu'on va réussir à bouger une voiture. Et c'est exactement la même chose en vrai. Les réservoirs sont remplis d'air à une très forte pression, bien plus forte que celle de ma maquette, entre 50 et 140 bars. Arrête de filmer, toi. Et pourtant, si on les déclenche comme ça, sans l'ingrédient magique, ça fait juste un gros prout. Et l'ingrédient magique, c'est ça. Une grosse quille qu'on enfonce dans le canon. Allez, ça va être plus dur. Il faut y aller par étapes parce qu'il faut laisser le compresser. Donc après on la tourne comme ça. Allez. L'idée, c'est pousser de la matière plutôt que seulement de l'air. C'est le même principe que la fusée à eau qu'on bricole avec une bouteille en plastique. On remplit la bouteille environ avec un tiers d'eau, et ensuite on injecte de l'air sous pression avec un gonfleur. Au lancement, la fusée éjecte l'eau, et ça crée de la poussée pour la soulever. Et à l'inverse, si on remplit la bouteille uniquement avec de l'air, ça fait pas grand-chose. Ah, c'est nul. Ouais, voilà. Je vais pas trop rentrer dans les détails, mais en gros, c'est la troisième loi de Newton. Quand vous poussez un objet, cet objet vous pousse en retour. Et c'est comme ça que fonctionnent les vraies fusées en plus. Elles jettent de la masse derrière elles pour s'envoler. Sauf que pour elles, c'est chaud et ça brûle. Bref, avec notre véhicule, on éjecte une quille plutôt que de l'eau, mais le but est le même. Je vais vous reprendre The Dark Knight en exemple, avec les images des coulisses. Dedans, on peut voir la quille qui sort de la remorque, avant qu'elle soit effacée numériquement. Et puis d'autres quilles, on peut aussi en voir ici, et puis ici. Je rajoute donc une quille éjectée par mon canon pour voir ce que ça fait. Et ça marche pas mal. Maintenant, on passe tout ça à la verticale pour voir si on arrive à soulever du poids et surtout pour voir à quelle hauteur on peut arriver. Très bien, maintenant je mets tout mon système de canon sur une voiture télécommandée et je sors de ma cave. Cette fois, pour cette reconstitution, j'ai dû me faire aider par JC de la chaîne Nomaro qui a produit toutes les pièces imprimées en 3D. La fusée, les canons, le banc de test et cette magnifique voiture caméra miniature pour filmer la scène en mouvement au ras du sol comme chez les grains. Vu que notre canon est trop petit pour faire de la fumée, on a fixé des pétards sous la voiture, histoire de rajouter un peu de spectacle. Donc les flammes et les étincelles, là, c'est purement cosmétique. Ça n'a rien à voir avec le canon lui-même, et c'est comme ça en vrai aussi. Par exemple, sur ce plan, les étincelles et les flammes qu'on voit sont rajoutées volontairement, en plus de la propulsion par le canon. Pendant que JC conduit la voiture, c'est moi qui déclenche le canon avec la télécommande, et ça aussi, c'est plutôt conforme à la réalité. En France, dans la majorité des cas, c'est le responsable des effets spéciaux qui déclenche le tir du canon, soit depuis le bord de la route, soit dans une voiture suiveuse. Sur ce crash, par exemple, il est en passager de la Renault 21 de derrière, avec sa télécommande à la main, et une jolie perruque sur la tête pour vaguement ressembler à l'actrice qui le remplace. Dans d'autres pays, c'est un peu plus répandu que ce soit le cascadeur lui-même qui appuie sur le bouton, au moment qui lui semble plus adapté, mais ça c'est une question de préférence personnelle et de sensibilité de chacun. En regardant les images au ralenti, on comprend que le déclenchement ne se fait jamais pile au bon moment, que ce soit en miniature ou en situation réelle. Ça se joue au centième de seconde près, et c'est impossible d'avoir une synchro parfaite.
Dans ces exemples, les voitures décollent avant de toucher l'obstacle. Donc le coordinateur des effets spéciaux a toujours un œil sur les placements des caméras. Lui, ça l'arrange pas trop qu'on les positionne de manière perpendiculaire à la collision, parce que là, on voit tous les défauts. Donc de temps en temps, il va voir l'équipe caméra et leur demande gentiment s'ils pourraient pas être un peu compatissants et rajouter une caméra dans l'axe de la collision, pour assurer le coup et dissimuler un éventuel décalage de timing entre la collision et le tir du canon. Sur des exemples comme cela, il n'y a rien de grave, on peut tricher au montage. Mais pendant nos tests, une de nos tentatives a totalement foiré car on avait déclenché le canon légèrement trop tard, après l'impact avec le mur. Et ça a totalement changé la dynamique du tir. Et puis on s'est aussi un peu fait peur sur cet essai, avec le tir qui est parti trop tard et la quille a giclé à 15 mètres à l'horizontale. Et justement, en parlant de ça, en miniature, on a un problème de moins qu'en grandeur nature. La surface de contact entre la quille et le sol. C'est une vraie problématique en taille réelle. Quand la quille frappe le sol, elle peut faire un trou dans le bitume. Et ça pose deux soucis. Le premier, c'est que la route absorbe l'énergie de la quille, et donc ça enlève de la puissance au tir. Et donc la voiture va moins haut. Le deuxième, c'est qu'on abîme la route et que la production doit payer les réparations. Donc pour résoudre ces deux problèmes, enfin surtout le deuxième, toujours pour économiser des sous, on a recours à ce genre de solution. L'équipe de Jérôme appelle ça une pelle. C'est tout simplement une grosse plaque de métal qui est placée sous la voiture et dans laquelle la quille va frapper. Ainsi, la surface de contact est plus grande et la plaque est bien rigide, donc on n'abîme pas la route et on utilise toute la puissance du canon. Et ce système, vous l'avez déjà vu sans vous en rendre compte dans ma précédente vidéo sur ce crash. Regardez là, ça c'est une petite pelle, et c'est sur ça que la quille de l'autre véhicule va taper. Tout ça pour éviter de fracasser la jolie route pavée parisienne et de devoir payer très cher les réparations. La pelle est totalement solidaire de la voiture qui pousse, et c'est elle qui encaisse le choc. Et c'est pour ça que le cascadeur et le cadreur à l'intérieur se font un petit peu balader au moment du tir. On peut voir aussi un truc similaire dans le making-of de The Dark Knight. On distingue une plaque de métal qui glisse sur le sol juste sous la quille. Les premiers tests qu'on fait avec notre petite voiture, ils sont pas très satisfaisants. Elle fait carrément un salto et elle retombe sur ses roues, c'est trop propre, pas réaliste, et à vitesse réelle on se croirait même dans Rocket League. Du coup, on baisse la pression du réservoir. On passe de 9 bars à 4 bars pour avoir une éjection moins forte mais plus réaliste. Et ça aussi, c'est un principe qui est très utile pour les vraies cascades. Le système permet de régler très finement la puissance du tir en jouant sur la pression qu'on met dans le canon. C'est un vrai avantage par rapport à l'ancienne recette. Oui, parce que les canons, ils n'ont pas toujours été air comprimés. À votre avis, ils mettaient quoi avant ? Des explosifs. De la poudre noire, plus exactement. Et ils sont passés à l'air comprimé parce que c'est bien mieux d'un point de vue sécurité. Déjà, il n'y a plus besoin de manipuler des matières explosives, et comme je vous le disais, on peut doser facilement. Alors que doser de la poudre, ça se fait, mais c'est quand même un tout petit peu plus aléatoire. On a voulu reproduire un canon à poudre sur notre voiture miniature, mais le premier essai qu'on a fait a été assez décourageant. On a eu la flemme de chercher plus loin, mais n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous voulez qu'on persévère, peut-être que ça nous motivera pour une prochaine vidéo. En tout cas, ce test nous permet de voir que le fonctionnement du canon à poudre est très simple. C'est juste un tube, dans lequel on met un explosif, on allume, et ça fait boum, point final. C'est donc beaucoup moins cher que le système à air comprimé qui, lui, est bien plus complexe. La sécurité et la fiabilité, ça a un prix. Toutes les pièces qui composent ce canon coûtent très cher. C'est du matériel de plomberie relativement basique, mais certifié pour les hautes pressions. Donc le moindre raccord, la moindre vanne, c'est 50 balles, 100 balles, 200 balles, et les plus grosses pièces peuvent coûter plusieurs milliers d'euros. La seule façon de rentabiliser ce système, c'est de le rendre réutilisable. Cette voiture-là n'est pas occupée, elle va être poussée par une autre voiture, donc elle a été totalement vidée, mais toute cette structure que vous voyez, c'est pour protéger le canon afin de le préserver, et donc de maîtriser le budget. Je vous le dis à peu près à chaque vidéo, mais en France, les budgets sont très serrés, donc il ne faut rien gaspiller. Après le crash, on ausculte la voiture sur place le plus vite possible, sans même la bouger, en démontant le maximum de composants réutilisables. Et si jamais on trouve un impact à un endroit, si par exemple on se rend compte que le toit de la voiture s'est affaissé et qu'il a touché un élément, on prend aucun risque, on jette ce composant. Et si on est exigeant comme ça, c'est parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Parce que je vous rappelle qu'on a souvent un cascadeur à l'intérieur de la voiture. Si jamais il y a une malfonction, il se fait vaporiser, il n'existe plus. C'est à qui la GoPro? J'ai une GoPro par terre, vous laissez traîner votre matos partout là, oh.
Bizarrement, l'élément le plus réaliste de notre reconstitution, il est là, sur le bord. Au début de nos expérimentations, on a fait participer mon fils, qui adore bricoler avec moi, mais on l'a progressivement perdu, parce que c'était trop long, et il s'ennuyait comme un rat mort. Et c'est exactement comme ça sur un vrai tournage. La plupart des membres de l'équipe passent leur temps à attendre. Tout prend un temps fou, parce qu'il y a plein de choses à mettre en place, parce que ce qu'on fait est compliqué, parce que faire rouler des véhicules, c'est très dangereux. Là, faut quand même savoir qu'on a mangé, c'est presque l'heure de la sieste. J'ai quand même le soleil qui donne pas mal, hein. Ça donne envie de dormir, mais bon. Restez concentré, Olivier. Donc tout cet ennui, c'est largement assez pour venir à bout d'un enfant de 6 ans, ainsi que d'un producteur qui est financièrement sous pression et qui est à fond dans le projet. Ça va pas? C'est long. Ouais, c'est long. Regarde, mon ami. Toutes ces voitures à l'arrêt, putain. Allez, pêchez. Oh, ils lui ont apporté une menthe à l'eau. Oh, c'est beau, regarde. Alors, comment on fait le choix entre une rampe et un canon pour envoyer une voiture en l'air? Il n'y a pas de réponse simple, ça dépend de 2 catégories de critères. La première, c'est le côté artistique. Quel genre de mouvement veut le réalisateur? Quel est l'élément qui est censé envoyer la voiture en l'air? Est-ce que c'est un poteau? Est-ce que c'est une voiture? Est-ce que c'est des feux d'artifice? Et la deuxième, c'est la technique. Si on utilise une rampe, est-ce qu'on peut la cacher? Il y a plein de vieux films dans lesquels les rampes sont visibles, car il n'y avait pas encore d'effet numérique pour les effacer. Et même si on peut cacher la rampe dans un obstacle, est-ce que l'envol de la voiture est crédible? Et à contrario, si on utilise un canon, est-ce que l'envol de la voiture va pas paraître un peu exagéré? Toutes ces questions, elles sont discutées entre le producteur, le réalisateur, le régleur des cascades, le responsable des SFX et encore d'autres personnes. Chacun amène ses envies, ses recommandations et ses craintes. Et si on est un petit peu créatif, il n'y a pas que les rampes et les canons pour catapulter des voitures. Là, je vais vous parler des coulisses d'une scène que j'adore. Enfin, j'adore la scène, mais c'est surtout les coulisses que j'adore. Dans La Somme de toutes les peurs, sorti en 2002, il y a le souffle d'une explosion nucléaire qui soulève le cortège présidentiel. Pour cette scène, ils n'ont pas utilisé des canons, car ils voulaient que les voitures se soulèvent doucement. À la place, ils ont mis des vérins qui ont donné un mouvement beaucoup plus progressif. Ils se sont vraiment embêtés à faire un système sur mesure pour cette cascade qu'ils ont dû tester et perfectionner à l'avance. Tout ça pour qu'au final, on rajoute des effets numériques par-dessus qui cachent quasiment tout. Moi, je trouve ça magnifique et nécessaire en même temps. On voit très peu les voitures, donc c'est un peu rageant pour ceux qui ont fait tout ça, mais le peu qu'on les voit, ça marche à fond. Ici, là, ça va monter tranquille, et à partir de là, là ça part. Donc du coup, c'est comme s'il y avait une nouvelle impulsion. Ah ben moi, je mets des impulsions où tu veux. Le processus de création, dans tous les domaines, il est long et douloureux. Et ça se vérifie même quand on veut faire voler des voitures. Pour faire ces images, il nous a fallu 2 journées de tournage avec JC pour faire plein d'essais, ajuster des positions, changer des timings, tout ça pour enfin obtenir des résultats à peu près intéressants. Et on s'est foiré pas mal de fois. Maintenant, dites-vous que ces gens-là, ils font tout comme nous, mais avec des vrais véhicules de plus d'1 tonne et avec un seul essai. Ils n'ont jamais le droit à l'erreur et toujours ils arrivent à leur fin. Pour arriver à un tel niveau de maîtrise, il faut énormément d'expérience. Et c'est ça qui donne des scènes d'action ancrées dans la réalité, avec des effets principalement faits en dur. De la vraie fabrication artisanale, avec tout le chaos et les imprévus que ça implique, qu'aucune intelligence artificielle ne pourra jamais recréer de manière engageante et viscérale pour le spectateur. Ni maintenant, ni dans quelques années. Personne n'a envie de regarder ça. Pour faire toutes les maquettes que vous avez vues, j'ai été aidé par Nomaro, qui a une chaîne YouTube lui aussi, sur laquelle il parle de fabriquer des trucs improbables avec ses gros doigts et puis des imprimantes 3D. Je vous recommande fortement d'aller vous abonner à lui, car il va bientôt sortir une vidéo expliquant comment il a construit tout ça.